Ça y est, le film Les Animaux Fantastiques 2, les crimes de Grindelwald est enfin sorti. Salut à tous, c'est Flippies, vous l'aurez compris, on se retrouve pour la review slash critique des Animaux Fantastiques 2, les crimes de Grindelwald. Alors, avant d'aller plus loin, pas de panique, on va commencer par une partie sans spoil et on enchaînera ensuite avec une partie du coup avec spoil. Je sors genre tout juste de la séance au moment où je tourne, c'est-à-dire que la séance s'est finie il y a une demi-heure. Voilà, donc je suis vraiment en mode réaction. Voilà, j'ai aucun recul sur le film, c'est un peu le but du concept. La chaise grince, ça m'énerve. Voilà, donc je précise ça en fait pour vous dire que j'ai pas eu le temps de faire de grosses analyses. J'ai pris quelques notes, j'ai essayé d'organiser quelques idées, elles sont là. Mais voilà, je vais vraiment avoir... Je l'ai vu qu'une fois du coup. Donc voilà, c'est vraiment une impression. Donc il y a des choses que je vais sûrement changer, comme pour Avengers 4 au final, où je l'ai vu la première fois. Il y a beaucoup de choses qui m'avaient pas spécialement emballé sur la première lecture, parce qu'en fait j'étais tellement à attendre le film, que une fois devant le film, en fait j'en ai pas profité réellement. Donc les Animaux Fantastiques 2, je vais aller le revoir une deuxième fois. Mais pour commencer, cette partie sans spoil du coup, même si pour moi le fait d'avoir un avis même sans spoil, ça constitue des spoils, donc faites bien attention si vraiment vous ne voulez rien savoir, passez votre chemin, vous pourrez revenir sur la vidéo après, ne vous inquiétez pas, mais voilà, pour commencer, ça me fait chier de le dire, mais je suis un peu déçu, je suis clairement un peu déçu. Les bandes annonces sont clairement vendues du rêve et je trouve que le film n'est pas vraiment à la hauteur sur cette première impression. Tout ce que je vais dire vraiment c'est par rapport à cette première impression. Donc voilà, ne tenez pas compte à 100% de ce que je dis puisque mon avis pourra clairement changer déjà dès demain, hein, une fois que j'aurai dormi une première fois et puis quand je le reverrai également. Donc voilà, encore je préfère préciser mais c'est vraiment une impression, donc ne prenez pas tout en compte et je vous invite d'ailleurs dès maintenant en commentaire à discuter sur les choses que je vais pouvoir dire au cours de cette vidéo. Voilà. Du coup, je dois avouer que je suis un peu déçu pour la simple et bonne raison que le film est très très long je trouve au début. Je sais pas ce que je foutais là en fait. Je ne sais pas ce que je fous là. Tout comme les personnages, j'ai vraiment l'impression en fait que il y a eu les Animaux Fantastiques, le premier, qui était vraiment genre on raconte l'histoire de Norbert Dragono. C'est un petit film sans prétention, on prend notre kiff, on est dans l'univers d'Harry Potter, alors que dans ce deuxième-là, du fait qu'il y ait Grindelwald et Dumbledore, j'ai l'impression qu'il faut tout de suite... qu'on est tout de suite rentré, c'est bon. C'est le monde d'Harry Potter, là ça y est, c'est le Wizarding World, c'est pas une petite histoire comme ça, c'est vraiment... c'est Grindelwald et Dumbledore, donc on est sur une très grosse histoire. Et du coup je me dis, mais... qu'est-ce que foutent Norbert et les autres ici? Qu'est-ce qu'ils foutent là? Et j'ai vraiment l'impression que la première partie du film, c'est... faut qu'on justifie comme on peut le fait que ces mecs-là, qui avaient leur propre histoire random, de leur côté, tranquillement, qui étaient posés dans le premier film, faut qu'on les emmène, faut qu'on trouve un moyen de les emmener dans ce gros affrontement entre Grindelwald et Dumbledore. Et je dois avouer que sur cette première partie, bah, ça marche difficilement en fait. Alors, Tina, ça marche parce qu'elle est Aurore, donc... elle enquête, voilà, tout simplement. Elle récupère son poste. Je vous spoile pas en fait, je l'ai déduit moi-même. Ce qu'on peut faire très bien avec la bande-annonce, puisqu'il y a une petite ellipse. On sait pas d'ailleurs combien de temps s'est déroulé exactement depuis le premier film. Je consulte mes notes pour ne pas trop vous spoiler. Hein. Mais voilà, il y a cette histoire qui est lente, du coup. On sait pas trop ce que les personnages viennent forcément faire là tout de suite, notamment Kowalski. Si vous vous souvenez... Excusez-moi, je vais décéder. Ce film, il m'a... Voilà, il m'a... Non, en soi, je pense pas que le film soit mauvais non plus, mais je me suis sûrement trop hypé avec les bandes annonces, ce que j'avais essayé de pas faire avec Avengers 4. Je l'ai plus ou moins fait avec les Animaux Fantastiques. Mais c'est vrai que les bandes annonces vendaient tellement d'épicness, et j'ai l'impression qu'en fait, tout l'épicness, tout le gros truc du film, si ce n'est vraiment le dernier final, vraiment au niveau du spectaculaire, mais... j'ai l'impression que tout le spectaculaire quasiment nous a été montré dans les bandes annonces. Et du coup, par rapport à Dumbledore par exemple, bah clairement il y a déception quoi. On nous a clairement teasé Dumbledore comme le deuxième héros du film. Et voilà, c'est pas ça, hein, concrètement, c'est pas ça. C'est compliqué. Après Jude Law en tant que Dumbledore, par contre, je le trouve assez convaincant. Moi je reste marqué sur le deuxième interprète de Dumbledore, depuis le prisonnier d'Azkaban, dont j'ai d'ailleurs perdu le nom, j'ai pas pensé à le renoter. Mais gros respect à lui, pour moi c'est lui Dumbledore. Du coup, passer après lui, c'est un gros challenge quoi. Enfin, Dumbledore,
Jude Law s'en sort assez bien, mais du coup, je pense qu'on ne voit pas assez de Dumbledore pour dire si Jude Law est un très bon Dumbledore ou pas, au final. Donc, voilà. Et en fait, ce manque de Dumbledore, j'essaie de faire gaffe vraiment de pas vous spoiler, mais je trouve que même par rapport au 1, du coup, où le 1 nous emmenait dans un tout nouvel univers, une toute nouvelle époque, du coup, il y avait tout à dire en fait. Donc, le manque de contexte, bah, il était normal. Le contexte, il était en train d'être établi dans le premier. Et bah là, dans le 2, j'ai l'impression qu'on est genre sur quelque chose de... C'est Grindelwald et Dumbledore, donc on parle vraiment du Wizarding World. Genre, c'est le Wizarding World en grand, quoi. Enfin, c'est les deux plus grands mages de leur époque. Et pourtant, j'ai l'impression qu'il manque du contexte. C'est vraiment sur la grosse première partie de film que je bloque. C'est vraiment pour ça qu'il va falloir que je le revoie, puisque j'ai du mal. Et ça me perturbe. J'ai vraiment un arrière-goût sur ce premier visionnage. Ça me fait chier, je m'attendais vraiment à quelque chose de peut-être plus spectaculaire. Enfin, non, pas spectaculaire, mais ça j'en reparlerai dans la partie spoil. Le spectaculaire, on est dedans, mais peut-être plus sur les enjeux, au final. C'est peut-être ça, voilà, les enjeux qui sont très difficilement compréhensibles, en fait, au début, dû à ce manque de contexte, justement, dès le début. On sait pas pourquoi ils font ça, enfin, on sait pas pourquoi les héros sont là et pourquoi ils font ça, on sait pas pourquoi ils font ce qu'ils font. Donc, voilà, ça reste mitigé sur cette première partie. Je pense que par rapport au non-spoil, je vais m'arrêter là. Je veux pas trop vous spoiler, ça serait concrètement très dommage. Et donc on va immédiatement... Alors, petite conclusion du coup mitigée, voilà. Très bon, ça reste le Wizarding World, donc je peux pas vous dire comme ça au bout d'une demi-heure c'est un film extraordinaire ou un mauvais film. J'ai un truc mitigé, enfin j'ai un avis mitigé, faut le voir concrètement, Enfin il y a du grand spectacle, il y a de la magie, j'ai quand même pris mon kiff à ce niveau-là, donc... Allez le voir, mais voilà, maintenant on va en parler un peu plus en détail dans la partie avec spoiler. Alors, par où commencer avec cette partie spoiler? Bah, je vais reprendre avec Dumbledore, je pense. Où est Dumbledore en fait? On nous a vendu Poudlard. J'aime vraiment pas ce côté des bandes annonces, je suis un peu déçu là-dessus. C'est justement là où j'avais trouvé la force du premier film, de pas jouer sur la nostalgie, de vraiment créer son propre univers. Et là, avec la présence de Dumbledore, j'ai l'impression qu'ils ont mis tout ça à la trappe, qu'ils ont fait... Allez-y, on s'en bat les couilles, maintenant on met tout. On met le thème Harry Potter, Poudlard, les élèves... Il y a même McGonagall. Il y a McGonagall. On est en 1927. D'après l'histoire de Dumbledore, de ce que j'en ai compris, McGonagall arrive bien après. Elle arrive bien après, normalement. Du coup, je sais pas. Et ça... Je vais en reparler à la fin, en fait, de cette partie spoil, puisqu'avant, il y a autre chose. Grindelwald, quant à lui, bah, il est assez présent. La scène de début de son évasion, elle est difficilement compréhensible, je trouve. Enfin, le plan est tiré par les cheveux. Comment il arrive à filer du polynectar? Enfin, comment ils arrivent à changer d'apparence l'un et l'autre, alors qu'il y a des sortilèges genre hyper puissants qui sont censés être faits. Depuis combien de temps il est là? Puisqu'on nous dit que Grindelwald a perdu sa langue. Et en fait, c'est celui qui est en polynectar qui a perdu la langue. Donc ça fait combien de temps que Grindelwald n'est plus emprisonné et où il était depuis? Enfin, je trouve que c'est difficilement compréhensible. Et il y a également un autre truc qui me pose problème, c'est qu'il y a énormément de nouveaux sorts. Alors, il y en a pour tout. C'est intéressant, c'est cool. Mais il y en a beaucoup trop qui ne sont pas prononcés. Alors, le Avada Kedavra, ça va. J'arrive à le repérer puisqu'il a vraiment le vert. Et bon, bah, la suite logique d'un Avada Kedavra, c'est que la personne en face est décédée. Donc, voilà, ça, j'arrive à le repérer. Mais il y a beaucoup trop de sorts qui ne sont pas dits. Ce qui fait que tu sais pas vraiment ce qu'ils font les mecs. Et ça donne cette impression à la magie que tu peux faire tout et n'importe quoi, qu'il n'y a pas de règles. Et ça me pose un véritable problème. D'autant plus que j'ai vraiment l'impression, dans cette histoire, que la magie sert simplement le spectaculaire et non l'histoire. Par exemple, la scène du cirque, déjà, qu'est-ce que c'est que ce cirque? Pourquoi on s'attarde sur eux, du coup, alors que le but du cirque, c'est juste d'introduire croyance? Il y a toute cette scène où ils rangent le cirque, genre... Il y avait des gens dans le cirque, et 5 minutes après, il n'y a plus personne et ils rangent le cirque, enfin... Qu'est-ce qui se passe, concrètement, hein? Et genre, les mecs déménagent comme ça, et ils emballent tout dans une espèce de malle qui tient sur une charrette. Alors oui, on a vu que c'était possible dans Harry Potter par exemple avec le sac d'Hermione, mais j'ai envie de dire dans ce cas-là, si c'est possible, pourquoi vous rangez pas ça dans un sac plutôt que de vous faire chier avec une charrette?
J'ai beaucoup de mal en fait, j'ai beaucoup de mal avec ce délire du spectaculaire, pareil au ministère, où il y a tout un truc avec les archives, je bite pas un broc de comment ça marche, très honnêtement, et j'ai l'impression que ça marche surtout de la... Enfin j'ai l'impression que les fonctions de ça, ça va... L'utilisation qu'on va en faire, ça va servir le scénario, c'est-à-dire que tu peux faire tout ce que tu veux à partir du moment où ça sert le scénario, j'ai vraiment cette impression, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il n'y a pas de règle à ça, alors que pourtant J.K. Rowling, elle le dit, elle l'explique, elle passe son temps à dire ça, que elle établit beaucoup de règles justement pour pas qu'il y ait d'incohérence. Dans ce film, je l'ai pas ressenti. Alors c'est pas nouveau, hein. Y a plein de fois où dans les films Harry Potter, on peut se dire « Attends, mais s'ils font ça avec de la magie, pourquoi ils le font pas comme ça ?» Tu vois, mais vraiment dans ce film, je trouve que c'est vraiment plus que dans les autres, et ça m'a posé problème, et j'ai vraiment l'impression qu'en fait tout le spectaculaire c'est... Bah parce que à ce moment-là c'est joli, et puis ça fait quelque chose de cool. Voilà, grosso merdo, c'est un peu ça. Ça me gêne. Ça me pose problème, cette utilisation de la magie. Je vais rapprocher mon micro, d'ailleurs. J'en suis un peu loin. Mais voilà, c'est ça qui m'a gêné. Et c'est justement par rapport à toute cette première partie de film où je sais pas où ils vont. Encore une fois, Tina, c'est clair, puisque Tina a l'enquête. Mais il y a le mec que Tina va rencontrer, je crois que c'est Youssef ou Youssouf, il me semble, si je dis pas de bêtises, qui a un rapport avec la famille Lestrange, mais... On sait pas d'où il débarque, on sait pas qui il est, on sait... Genre, Tina, il fait « Je vais vous montrer un truc », on a l'impression que via Tina, on va découvrir des choses. En fait, non, on la retrouve emprisonnée, le mec s'évanouit, on sait pas pourquoi. Enfin, c'est très brouillon, cette première partie. Pareil avec Kowalski et Queen. Alors, what the fuck. Là, vraiment, c'est le genre de truc qui commence à me poser problème et qui me fait peur pour la suite. C'est genre, Kowalski, bah non, j'ai pas été oubliété. Parce qu'en fait, l'oubliétage, ça fait oublier que des mauvais souvenirs. Ah, du coup, j'ai pas été oubliété. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que c'est que cette explication de merde? Je suis désolé, ça ne passe pas. Il y a clairement des moyens, en fait, où on nous a expliqué que oubliété, c'est pas ça. Je veux dire, Gilderoy Lockhart, on peut trouver l'excuse de... Il avait la baguette de Ron, elle était défectueuse, mais Gilderoy Lockhart, il a... effacer les souvenirs de plein de personnes. Or, si c'est des bons souvenirs, il a volé les exploits des gens. Les exploits, c'est des bons souvenirs, théoriquement. Donc tu peux pas enlever ça. Alors, après, effectivement, il y a l'explication comme quoi ça serait le liquide, du coup, du démon des merveilles. Puisque le démon des merveilles mange la cervelle. Du coup, on peut dire que c'est relié plus ou moins au cauchemar. Mais le problème, ce qui me gêne là-dedans, c'est que déjà, admettons que ça soit ça, que c'est vraiment l'explication. Est-ce que c'est vraiment un mauvais souvenir pour tous les New-Yorkais qui ont eu leur mémoire effacée à la fin du premier film? Genre, il y a des gens qui... Enfin, il y a des gens qui ont peut-être juste vu, il y a de la magie. Est-ce que juste le fait de dire il y a de la magie, c'est un mauvais souvenir? Et puis, outre ça, c'est... Là, cette démarche, je suis obligé de la faire, en fait. Je trouve pas ça normal qu'en tant que spectateur... En fait, c'est mon explication en tant que spectateur, il y a rien qui me dit que c'est ça. Et ça me pose problème dans le sens où la seule vraie explication, pour l'instant... À moins que j'ai... Et c'est fort probable, mais à moins que j'ai loupé un détail, mais... La seule vraie explication, c'est genre... Bah, parce que c'est peut-être le liquide qui fait que c'est comme ça. Voilà. Alors, on pourrait aussi dire que par rapport au fait qu'il ait été envoûté, c'est un peu changé, mais on sait pas non plus depuis quand il est envoûté, donc c'est pareil, ça pose problème. C'est vraiment... Voilà, ça me gêne. Et puis, toujours dans cette scène, du coup, on découvre Queen et Kowalski qui viennent voir Norbert. D'ailleurs, on découvre la maison de Norbert, qui est la mallette plus, du coup, puisque toute sa baraque a un immense sortilège pour étendre l'espace, avec des créatures partout. D'ailleurs, pareil, la bande-annonce a beaucoup joué sur certaines des créatures qui, au final, sont juste montrées de 2 minutes. Je trouve vraiment les bandes-annonces un peu lâches à ce niveau-là. J'ai trouvé qu'elles nous ont vendu beaucoup de rêves, alors que bah, c'est pas vraiment ce qui se passe à certains moments, à beaucoup de moments. Donc ça m'a posé problème aussi à ce niveau-là. Je trouvais que c'était pas tellement l'ambiance d'habitude des Harry Potter où justement on nous vendait pas ce qu'il y avait pas en fait. Et là j'ai trouvé ça un petit peu abusé. Je trouve que contrairement aux Animaux Fantastiques qui faisaient sa propre histoire de son côté, là j'ai vraiment l'impression qu'on revient à une recette de blockbuster au niveau du marketing et tout ça, de vendre le truc. Et ça commence à me déranger puisque on commence à doucement arriver sur quelque chose où Disney est avec Star Wars et que je ne peux absolument plus piffrer. Tellement il y a de communication, c'est exactement pareil qu'avec Dragon Ball Super, où on nous rabâche tellement les oreilles, on nous raconte tellement tout qu'au bout d'un moment j'ai juste envie de dire allez vous faire mettre avec votre histoire en fait, ça m'intéresse plus. Donc ça me fait peur en fait, le chemin que prend
que prend la direction que peut prendre cet univers au travers ses différents détails. En revanche, je le dis quand même, je suis beaucoup sur la critique négative depuis le début, il n'y a pas eu que des mauvaises choses, heureusement. Alors bon, déjà, tous les effets visuels, la magie pour le coup, c'est un régal, hein. Concrètement c'est un régal, la baraque de Norbert, il n'y a pas la même petite magie, sans mauvais jeu de mots, avec la maison de Norbert, puisque vraiment la nouveauté venait de sa mallette, donc là comme je le disais c'est juste la mallette plus, ça reste très impressionnant, mais j'aime beaucoup par contre on revoit également plein, genre les portes au loin, voilà, on revoit plein de choses qui ont déjà été introduites via Harry Potter, et là on s'en sert normalement. Il y a les portes loin, le transplanage, si, le transplanage d'ailleurs, alors ça c'est pareil, c'est un truc qui me gêne. On a vu le transplanage, c'est les gens, ils se recroquevillent, on va dire l'effet visuel c'est qu'ils se recroquevillent sur eux-mêmes. Alors que quand Grindelwald à la fin leur dit transplaner, ils s'élèvent dans une colonne de fumée, exactement comme les Mange-Morts et l'ordre du Phénix, dans l'ordre du Phénix justement. Ça me gonfle. Ça me gonfle. Je sais que je fais le connard pointilleux là-dessus, mais comment ça marche? On nous montre depuis Harry Potter 6 que le transplanage, ça se fait justement en s'aspirant moitié sur soi-même, et que la façon dont font les Mange-Morts avec leur colonne de fumée, ça a l'air d'être autre chose. Donc, est-ce que c'est considéré aussi comme du transplanage alors qu'on voit clairement la colonne de fumée par exemple? Alors qu'un transplanage, tu te téléportes, genre t'es à un point A, t'appuieras à un point B directement, mais on te voit pas concrètement te déplacer une fois que t'as disparu. Vous voyez ce que je veux dire? Donc comment ça marche? Pourquoi là c'est différent? Alors qu'en plus, juste à côté de ces gens qui disparaissent en fumée, on voit Norbert et son frère par exemple transplaner comme d'habitude. Donc je comprends pas ça. Et je reviens sur le début de l'histoire, du coup c'est brouillon, il y a des choses qui se font dans ma tête pendant que je vous parle. Il y a également le tout début avec Dumbledore que j'ai trouvé assez brouillon en fait. Dumbledore qui lui dit, voilà, il y a Grindelwald, faudrait que vous en occupiez, mais on recherche croyance. En fait, j'ai trouvé le début très brouillon. Je vais peut-être beaucoup plus apprécier du coup une deuxième lecture du film, puisque pour le coup je sais directement où on ira, donc je vais peut-être mieux comprendre les nuances des dialogues au début, mais j'ai trop. En plus, ils transplanent, voilà. ils arrêtent pas de transplaner. Alors c'est cool, on utilise le transplanage de façon normale, voire banale. Je trouve ça bien, c'est des adultes, des sorciers accomplis, mais ça rend le truc totalement brouillon. Genre, pourquoi ils transplanent là? Qu'est-ce qu'ils font? Il y a des effets en fait, ça revient à ce que je disais, il y a vraiment des effets visuels qui sont vraiment utilisés juste pour l'effet visuel, et je trouve que ça crée des incohérences. Pareil avec le voile de Grindelwald lorsqu'il appelle ses mages. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? J'arrive pas à comprendre cette scène. Genre, il y a des putains de draps noirs qui tombent du ciel et qui recouvrent les bâtiments de tout Paris. Quoi? Quoi? Y a pas un moyen plus simple d'appeler tes fidèles? Je comprends absolument pas à quoi ça sert. J'arrive pas à comprendre. C'est un délire. Voilà, il y a plein d'éléments comme ça en fait qui sont juste là pour... Regardez, on fait une belle scène de magie, et moi j'étais juste en train de me dire, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites les gars? Ouais, c'est... Voilà. Pareil, je reviens sur le contexte, ça me vient, mais... Norbert a écrit son livre apparemment. On nous montre pas, ça j'ai trouvé ça dommage. Ça s'appelle Les Animaux Fantastiques. Encore une fois, voilà, j'y reviens. Bah, à vous de faire votre propre truc. Prenez des notes de ce que je dis, rassemblez toutes mes idées du coup, parce qu'il y a vraiment des choses qui viennent en parlant. Mais les animaux, bon, on sent vraiment que les animaux fantastiques, ils sont vraiment là comme les personnages du premier film. On les tire de force en fait dans le truc. Genre... Enfin... Ouais, ils sont là parce que la licence, ça s'appelle Les Animaux Fantastiques. Alors, par contre, effectivement, pour le nifleur, ils ont rajouté les bébés nifleurs, mais le nifleur a une vraie utilisation scénaristique. Ça, c'est pas mal. Hein, ils ont pas juste foutu la mascotte pour dire « Regardez, il y a la mascotte ». Ils lui ont donné un intérêt et elle va même voler le pendentif du pacte de sang. Ça, c'est pas mal. Et donc, on va quand même y venir. Déjà, il y a par rapport à Grindelwald, Dumbledore, les révélations... J'ai bien aimé la fin quand même, même par rapport à ce qui commence à être mis en place via Grindelwald, par rapport à la violence en fait. On voit que c'est le ministère anglais qui est violent à l'époque et qui utilise un Avada Kedavra sur une personne du public, genre Comas, et là Grindelwald s'en sert pour dire regardez c'est eux qui sont violents, pas nous, alors qu'au tout début du film il y a ses fidèles qui tuent un enfant. D'ailleurs la scène était assez tragique, enfin c'est assez glaçant je trouve.
Ce qui est plutôt une bonne chose dans le sens où on sent l'impact, on sent les enjeux qui tournent autour du personnage à ce niveau-là. Mais je dois avouer que cette dernière scène, en fait, on commence à comprendre les enjeux qui vont être présents dans les prochains films, et ça fait très plaisir. Ce délire de, voilà, genre Queen qui rejoint, ça pour le coup, bon, on le capte assez vite, mais ça en reste pas moins surprenant. Même l'état, en fait, j'ai trouvé que la répartition des personnages entre les pros Dumbledore et les pros Grindelwald est surprenante, genre Queen qui est l'incarnation de la gentillesse. Je veux dire, qui est pas tombé sous le charme de Queen dans le premier film? Je veux dire, Kowalski, c'est le sidekick, on s'identifie beaucoup via lui, étant donné que bah, on n'est pas des sorciers. C'est notre point d'accès, soit Norbert par rapport au fait qu'il soit assez introverti, un peu le côté geek, et Kowalski parce que justement, lui, il appartient pas au monde des sorciers, un peu comme les spectateurs, et il découvre ça en même temps que le public. Donc voilà, en plus, il y a ce couple avec Queen qui se forme, ils peuvent pas rester ensemble, et je trouve que c'est assez bien amené, on développe vraiment pas mal Queen dans le sens où bah, Queen, on le voyait un peu dans le premier film, mais par rapport à sa faculté de légilimens et tout ça, elle est assez... elle a vraiment un besoin d'affection qui devient presque maladif, et ça c'est exploité dans ce second volet justement, où voilà, elle veut absolument se marier avec Kowalski, c'est pas possible, et Grindelwald, lui, dans ses discours, qui est un orateur absolument de dingue, Grindelwald peut te... Enfin, il pourrait te vendre tout et n'importe quoi. C'est un très bon manipulateur. Il lui dit, voilà, toi, Queen, c'est l'amour que tu recherches. Et bah, si les sorciers peuvent se dévoiler, toi, tu pourras vivre. Tu n'auras plus la crainte de te marier avec un moldu. Alors qu'en soi, c'est des bullshit, puisque Grindelwald, il veut clairement faire la guerre aux moldus. Malgré ce qu'il dit, il a une haine des moldus. Donc, voilà, il arrive à la manipuler. L'État, franchement, je me suis dit, elle va rejoindre le camp des méchants. Je veux dire, Lestrange, on a un indice, les gars. Non. Alors ça, d'ailleurs, le fait que Lestrange, ce soit une famille française, ça, pour le coup, je m'y attendais pas. Et il faudrait revoir le délire avec l'arbre aussi des Blacks. Parce qu'il y a les Lestrange, il y a les Blacks, et je crois que c'est ça. J'ai un gros doute. Si, c'est ça. Bellatrix Lestrange, c'est son... Oh, je sais plus comment c'est son... Je sais plus qui était Lestrange. Je sais plus si c'est le père de Bellatrix qui s'appelait Lestrange, ou si c'était son nom de jeune fille. Si son nom de jeune fille c'était Black, et que c'est son mari qui lui a donné le nom de Lestrange. Je sais plus exactement. Faudrait que je revoie, ça c'est dans les bouquins il me semble, mais je sais plus. Enfin en tout cas... L'État, on nous montrait clairement qu'il y avait un passé assez tortueux derrière ça, même le délire d'échange d'enfants, c'était assez triste, j'ai bien aimé, même le flashback à Poudlard, ça c'était plutôt pas mal, et Lestrange qui se sacrifie à la fin, là pour le coup je m'y attendais pas. Alors par contre la réaction de Thésée, mais mec, il y a ta fan qui vient de se sacrifier, alors on le voit en colère sur le moment, Norbert finit par lui faire un câlin à la fin, voilà, il compatit. Et genre le mec, bah voilà, il est pas plus démoralisé que ça, alors que clairement on nous montre dans le film qu'ils s'aiment, qu'ils vont se marier, que voilà, c'est un couple. Et genre elle est morte, et... Je sais pas, enfin... Crie, un truc, je sais pas, ta future épouse vient de se sacrifier, et... Enfin, vous avez perdu, quoi, quasiment. Il y a je ne sais combien d'aurores qui se sont fait tuer, et je reviens aussi là-dessus, mais la relation entre Norbert... La relation entre Norbert et son frère, Norbert, je suis désolé, c'est un connard. Je veux dire, Thésée, on sait pas pourquoi Norbert peut pas le blairer. C'est un truc de ouf. Enfin, ok, Thésée joue un peu le côté du frère normal qui fait au petit frère bizarre, ou grand frère d'ailleurs, je sais pas qui est le cadet dans les deux, qui lui fait, voilà, ça serait bien que tu sois un peu plus normal pour convenir au ministère, mais en soi, il est sympa son frère. Enfin, dans le film, il n'y a pas de raison de le détester. Même au contraire, c'est lui la voix de la raison au ministre. Même d'ailleurs, ce qui m'a fait bizarre, enfin, le mec est très jeune et pourtant c'est lui qui commande aux aurores dans l'action finale. C'est pareil, ça m'a fait un peu bizarre, mais il leur dit recourez surtout pas à la violence. Et il le dit, et ça j'ai trouvé ça intéressant, c'est on peut rien leur faire en fait. Enfin, les gens, c'est pas interdit d'écouter Grindelwald jusqu'à preuve du contraire. Donc ça c'est pas mal, il y a vraiment cette notion de gris et noir avec, bah voilà, il y a des gens qui veulent leur indépendance. En soi, Grindelwald, l'image publique qu'il donne, c'est vraiment quelqu'un qui veut être indépendant, qui veut dire, voilà, il y en a marre de vivre reclus, donc en tant que sorcier, si tout ça était vrai, c'est difficile de se dire, bah non, je serai avec Dumbledore parce que c'est le gentil. Les propos de Grindelwald en termes publics, voilà ce qu'il vend, c'est très tentant.
Ça, j'ai trouvé ça pas mal, cette notion de gris qui est pas vraiment de gentil et de méchant, si ce n'est que, bon, après, il y a le côté mage noir de Grindelwald, qui là, pour le coup, joue le côté méchant. Mais ça reste nuancé, peut-être même plus que que Voldemort dans Harry Potter, où là, pour le coup, c'était vraiment genre le méchant qui voulait tout dominer, et c'était connu de tous, alors que Grindelwald, voilà, il y a cette notion de... Il y a cette notion d'être indépendant. Donc ça vraiment, j'aime beaucoup. Et puis, on en arrive, voilà, en termes des personnages. La relation avec Norbert et Tina n'a pas avancé. Bon, voilà, après, j'ai envie de dire, c'est pas ce qui m'a le plus gêné. J'avais pas fini, si, pardon. Du coup, l'État qui se sacrifie, et Nagini également. Nagini, grosse surprise, qui à la fin finit dans le camp Dumbledore pour l'instant. Enfin, moi personnellement, je m'y attendais pas. Surtout, voilà, Nagini, c'est le serpent de Voldemort, donc on aurait pu se dire, voilà, les passés de mage noir en mage noir. C'est pas le cas pour l'instant, donc ça c'est pas mal également. Il y a eu une vraie surprise, et cette fin tragique, quoi. Thésée qui perd l'État, Kowalski qui perd Queen, Nagini qui perd Croyance, enfin ils sont quasiment tous séparés à l'exception de Norbert et Tina à la fin, donc ça c'est plutôt intéressant. Et donc, j'y viens quand même, j'y viens. Je regarde le temps, il y a déjà énormément de temps. Cette vidéo va être très longue, j'espère que ça va pas être le bordel à upload. La révélation de fin, donc on apprend les origines de Croyance. Pendant tout un moment on croit que c'est le frère de l'État. Elle nous dit que non, hein. Donc voilà, je vous refais pas le délire, vous l'avez vu. Et donc, Grindelwald nous dit, tu dois te détacher, enfin tu vas combattre ton frère qui tente de te tuer. Toi, j'ai perdu son nom, en gros, Croyance, qui n'est pas Croyance du coup, et le frère de Dumbledore. Alors là, j'ai beaucoup de mal. Là, je vais pas vous mentir que j'étais en PLS quand ils ont révélé ça. J'y croyais pas trop, quand même. Je sais pas où on va. Je sais pas où on va. J'ai l'impression que J.K. Rowling réécrit sa propre histoire par rapport à tout le flashback qu'elle avait elle-même créé via Dumbledore. Déjà, McGonagall a l'air d'être là beaucoup plus tôt que ce qui est dit. Normalement, je crois que McGonagall, ce n'est qu'après la défaite de Grindelwald qu'elle rencontre Dumbledore, si je ne dis pas de bêtises. Après, à moins que je me sois gouré par rapport à ça, Dumbledore, pareil. Dumbledore, d'après la version officielle, Dumbledore était professeur de métamorphose, apparemment. Là, il est professeur de défense contre les forces du mal. Ça fait un peu trop le côté badass. Alors que je trouve que... Enfin, il n'était pas obligé d'être professeur de défense contre les forces du mal, je trouve. Enfin, c'est vraiment genre le rôle... Enfin, le professeur, quoi. Je trouve ça dommage. Et puis, comment... Pour moi, c'est pas possible, en fait. Pour moi, ce cliffhanger, c'est un piège comme ce que Grindelwald recrute Croyance. Du coup, pour moi, c'est un piège de... Voilà, on nous dit c'est le frère de Dumbledore, mais ça peut pas être le cas, en fait. Je sais pas comment ça peut être le cas, puisque officiellement, dans les livres, l'histoire écrite par J.K. Rowling, genre quand Dumbledore avait 16 ans, je crois même pas, son père est mort déjà, enfin non, bien avant, son père est mort quand il devait avoir 9 ans, je crois, donc déjà, si c'est un demi-frère, ça peut pas être un demi-frère enfanté par son père, du coup, et puis sa mère, elle est morte également très jeune, donc elle aurait pas eu le temps de donner naissance à un autre bébé, notamment le fait que sa mère est pas morte comme ça, elle est morte par une crise d'Ariana, donc si c'est pas son père qui peut avoir donné naissance, puisqu'on voit que c'est une femme qui prend le bébé croyant que c'est Croyance, du coup, enfin, Alphus, merde, comment il l'appelait, j'ai plus le nom d'ailleurs, mais on voit que c'est la mère de cet enfant meurt dans le naufrage, alors on sait très bien, il n'y a rien qui correspond en fait, donc si ce n'est la prophétie du phénix à la fin qui vient à lui, je ne sais pas comment ça peut être un Dumbledore. Soit pour moi c'est le fils d'Abelfort, mais enfin ça aurait pas de sens. Soit c'est le fils de Dumbledore, mais j'en doute puisqu'il est gay, alors je dis pas qu'il a pu tenter, hein. Mais j'en doute, puisque là pour le coup, autant parce que même la différence d'âge, je veux dire, Dumbledore il commence déjà à être... il a facilement dépassé les 40 ans, puisqu'il est né en... Attendez. Il est né... Oui, il se rapproche presque de là. Il a plus 45 ans à peu près, Dumbledore, dans le film. Donc ça veut dire que ça fait une différence d'âge énorme avec Croyance. C'est impossible. Donc pour moi, soit Grindelwald tente de lui faire croire que c'est un Dumbledore pour créer une espèce de prophétie, pour lui créer une fausse prophétie, pour le rallier encore plus à sa cause. Je sais pas, mais c'est pas possible. Si c'est un Dumbledore, ça peut pas être le frère d'Albus. Et peut-être que c'est juste, on nous fait juste croire que c'est un Dumbledore. Mais je sais pas où on va. Vraiment, ça me fait mal de dire ça.
J'essaie de faire confiance à J.K. Rowling, mais je lui ferai confiance quand la pression du film sera un peu retombée, parce que là, sur une première impression, j'ai juste l'impression d'avoir la révélation de Dark Maul à la fin de Rogue One, de Solo. C'est genre, on essaye de nous vendre un truc pour nous faire venir au prochain film, mais en soi, tu fais... ouais, enfin... Quoi? Qu'est-ce que vous essayez de me raconter? Donc, voilà, j'ai très peur par rapport à ça, je ne sais pas ce que vous en pensez, et du coup, de par ce début de film très lent, et ce qui se passe à la fin, par rapport à ce qui va se passer normalement, alors soit dans le troisième, soit dans les autres, mais par rapport à la défaite de Grindelwald qui aura lieu à la fin de la deuxième guerre mondiale, j'ai vraiment l'impression que ce film est juste un film transition comme le MCU fait entre ces gros films. Ça me fait un peu mal au cœur. Je dois avouer que il y a une grosse part de déception. J'ai pas trouvé le film mauvais, il faudra que j'aille le revoir, mais je m'attendais à beaucoup mieux, je m'attendais à surtout beaucoup plus de background, ce qui au final n'est pas tellement le cas, alors qu'en plus, on ne nous donne pas grand chose d'autre à nous mettre sous la dent, si ce n'est des très beaux effets visuels, qui, oui, si vous voulez, enfin, je veux dire, les transplanés, les stupéfiques, l'Avada Kedavra, les phénix, tout ça, c'est plus beau qu'à l'époque d'Harry Potter, parce qu'il y a 7 ans qui se sont écoulés, certes, mais... il y a Harry Potter, enfin le Wizarding World, c'est pas que la magie, c'est aussi la richesse de l'histoire. Et là, j'ai du mal à m'y retrouver. Pareil avec le pacte de sang, cet objet dont on n'a jamais entendu parler. Voilà, je sais pas trop où me placer. J'espère vraiment que la deuxième lecture, je vais considérablement changer d'avis sur ce que j'ai pu vous dire, parce que ça m'emmerde vraiment. Je m'attendais vraiment à l'adorer, ce film, à me dire voilà, les crimes de Grindelwald, ça fait partie de mes films du Wizarding World préférés. Et là, pour l'instant... ah non, concrètement... pour l'instant, je serais même enclin à dire que j'ai peut-être presque préféré le premier film au deuxième. Mais, encore une fois, je préfère relativiser tout ça, puisque c'est la première lecture, donc... voilà, ça reste compliqué, je vais conclure là-dessus. Allez le voir, parce que Wizarding World, quoi, c'est trop stylé quand même. Enfin, Dumbledore... il y a plein de trucs très intéressants, et ça annonce du lourd quand même pour la suite, quoi qu'il arrive. Mais c'est vrai que, voilà, il y a une petite part de déception, mais il y a quand même une grosse part de plaisir également. Voilà, alors cette vidéo va être très longue, je regarde, ouais, elle va faire plus d'une demi-heure, donc je sais pas quand est-ce que vous l'aurez au moment où je tourne, peut-être que le lendemain de la sortie du film, on verra. En tout cas, n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous avez pensé du film et à apporter des précisions sur ce que j'ai pu dire, il n'y a pas de problème. Au contraire, j'ai très envie d'avoir l'avis de d'autres personnes pour peut-être essayer de changer d'avis en positif quand même. Mais voilà, j'attends de voir. Alors, très honnêtement, ça spoilera. Hein. Clairement, les commentaires, ne dites pas... essayez de pas trop spoiler sur les premières lignes, mais si vous avez des choses à dire, voilà, n'hésitez pas à spoiler. Je veux dire, vous pouvez pas, on peut pas parler du film sans spoiler, donc voilà, je préviens, les commentaires, il y aura des spoils. Et juste avant de se quitter, j'en profite pour vous parler de ce nouveau pull que je viens tout juste de recevoir de chez Pampling. Il est vraiment trop classe, regardez, les vieux maîtres. Vraiment classe, c'est un sweat à capuche. Il est super confort, vraiment il est chaud, il est agréable à porter. Vous pouvez le retrouver sur le site de Pampling avec plein d'autres modèles de pulls, de t-shirts notamment. Et sur votre première commande, vous pouvez bénéficier d'une réduction de 15% sur votre envoi avec le code OTAGEEK. Donc allez-y franchement, c'est très difficile de ne pas craquer, il y a des dessins et des illustrations absolument magnifiques. Donc rendez-vous sur Pampling. Sur ce, on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut à tous!